Merci. Donc je vais essayer de ne pas vous ennuyer. Je sais que vous n'êtes pas venu pour m'écouter. Et donc, oui, un petit peu aussi, mais je vais essayer de vous présenter ce qu'ont été les 30 dernières années, de façon très rapide, les 30 dernières années de politique de conservation. Et puisque c'est le domaine dans lequel je travaille, les politiques internationales de conservation de la nature et leur déclinaison nationale, bien entendu. Et elles ont énormément évolué et leur évolution reflète ce qui a été l'extension pendant la même période du champ de l'environnement, des questions d'environnement. Et alors qu'il y a une trentaine d'années, au tout début des politiques de conservation de la nature, quand on pensait conservation de la nature, on pensait essentiellement création d'aires protégées, création de parcs naturels, liste d'espèces menacées d'extinction qu'il fallait à tout prix protéger du marché et de ses excès. La problématique a énormément évolué. Depuis qu'on parle de biodiversité, donc depuis environ 25 ans, puisque le terme lui-même est apparu il y a 25 ans, dans cette thématique, on englobe des choses extrêmement différentes. Alors je ne sais pas dans quelle mesure vous êtes familier de ce sujet et si vous avez une idée précise de ce que cette thématique de la biodiversité recouvre. Je vais essayer, dans le temps qui m'est imparti, de vous en donner une illustration. Ça va être assez pointilliste, on ne va évidemment pas rentrer dans le détail de tous les objets et tous les types de politiques. Ça ne marche pas. Un petit peu plus haut, on va tenter. Ça marche mieux ? Donc, ce que je vais chercher à illustrer, c'est l'extension du champ des politiques de conservation de la nature au cours des 20 dernières années, disons. Donc, on est passé de politiques qui consistaient essentiellement à créer des sanctuaires pour une nature qu'on imaginait plus ou moins vierge et qu'on entendait préserver de toute utilisation, de toute exploitation, l'exploitation étant perçue comme une menace pour cette nature. On est passé de ce type de politique à des politiques dites d'exploitation durable. Et depuis qu'on parle de biodiversité, donc depuis 25 ans, on considère que l'utilisation de la nature est compatible avec sa conservation. Et on s'intéresse à des types de nature qui sont différents. Donc depuis longtemps, on a renoncé à parler de forêts vierges. On sait que toutes les forêts, depuis longtemps, ont été anthropisées. Et donc la nature vierge, on n'ose plus en parler. Et les milieux riches en biodiversité, les objets des politiques de conservation ont donc bien changé. Et au cours des dernières années, on a même observé une dématérialisation des objets des politiques d'environnement, puisque maintenant les politiques de conservation traitent énormément de services écosystémiques qui n'ont pas forcément à proprement parler de matérialité. Donc, les premières politiques de protection de la nature, je le disais, étaient vraiment axées autour de la protection des espèces jugées les plus menacées, les espèces qui souvent donnaient lieu à une exploitation commerciale. On pense immédiatement à l'éléphant dont l'extinction ou la diminution des effectifs était considérée comme étant très étroitement liée au commerce de l'ivoire et à la contrebande de l'ivoire. La Convention de Washington, dont vous voyez le logo en bas à droite, avait été établie pour précisément établir des listes des espèces les plus menacées et les protéger du marché, qu'on considérait comme étant la menace majeure. Donc autoriser simplement la commercialisation sous quota des espèces les plus menacées, voire prohiber purement et simplement le commerce de certaines espèces et de leurs produits dérivés. De la même façon, on envisageait les politiques de parcs comme devant assurer la préservation de zones sanctuaires autour desquelles on constituait des zones de protection bénéficiant de mesures de protection moins exclusives.
Et tout cela a changé, donc au cours principalement des 20 dernières années. Je le disais, depuis qu'on parle de biodiversité. Maintenant, quand on parle de nature, on parle aussi de paysages fortement anthropisés. Et on retrouve cette idée que la nature ordinaire doit être protégée, que les paysages fortement investis par l'homme et gérés par l'homme ont un intérêt, avec la création au patrimoine de l'UNESCO d'une nouvelle catégorie, la catégorie des paysages culturels pour les œuvres conjuguées de l'homme et de la nature, donc qui sont généralement des paysages agricoles, des paysages de ville également, liés à des activités qu'on considère comme patrimoniales, donc des vignobles, des régions productrices de café, beaucoup d'endroits où on fait de l'agriculture en terrasse. Tous ces lieux-là sont désormais considérés comme devant être à protéger, parce qu'ils présentent un intérêt paysager et pas pour la faune sauvage uniquement qu'on y trouve bien entendu. Maintenant, quand on parle de protection de la nature, donc depuis 25 à 30 ans, on parle aussi de protection de la nature cultivée, des espèces cultivées, donc les cultivars dans toute leur diversité, toutes les espèces alimentaires et les espèces apparentées aux principales plantes cultivées. Donc les variétés locales sont devenues, les variétés locales, les semences de ferme sont devenues des questions pour les politiques de conservation de la nature, alors qu'elles étaient considérées de façon tout à fait annexe auparavant. Autre grande innovation qui peut surprendre si on n'est pas familier du domaine, la problématique de la conservation de la biodiversité, la Convention internationale qui est consacrée à cette question, englobe la question des droits des autochtones et de la protection des savoirs autochtones. Donc la protection de la diversité culturelle est très étroitement associée à la protection de la diversité biologique, au point que l'on considère que reconnaître des droits, notamment des droits territoriaux, mais surtout des droits culturels pour les populations autochtones, est un bon moyen de contribuer à la préservation de la biodiversité. Parce qu'on considère que ces populations autochtones qui vivent dans des milieux particulièrement riches en biodiversité ont développé des savoirs particuliers relatifs à ces milieux et des modes de gestion de ces milieux qui ont permis leur transmission et leur reproduction dans le temps, donc que ces savoirs sont d'un intérêt particulier pour les politiques de conservation. Ce qui implique également un changement de conception des politiques qui sont de moins en moins, au moins sur le papier, pensées au niveau international et déclinées localement, mais qui doivent être conçus en instaurant une certaine participation avec les communautés locales. Donc les populations autochtones, mais aussi les populations locales, les populations paysannes, sont considérées comme étant les gardiennes de la diversité biologique, des populations paysannes qui construisent et qui façonnent les paysages dont je parlais à l'instant, qui sont aussi des acteurs importants du maintien des variétés locales, des variétés de ferme qui produisent de la diversité en permanence. Voyez là des producteurs d'oignons au Niger, et la façon dont le terroir est façonné par la culture de l'oignon. Et un oignon dont la production est très localisée, si vous êtes allé au Niger, c'est le fameux oignon de Galmi qui est copié par les paysans du Nigeria, mais pas égalé, et pour lesquels les communautés paysannes du Niger essaient d'obtenir une protection. Donc c'est un ensemble de pratiques culturelles, de variétés, de paysages qui sont tout à fait particuliers, dont on considère qu'ils font partie du champ des politiques de conservation. Donc ce champ s'est beaucoup élargi et les politiques ont radicalement changé de nature, les politiques de conservation de la nature. Alors bien évidemment, on continue à faire des aires protégées, on continue à avoir des listes d'espèces menacées que l'on cherche à protéger de toutes les façons. Mais depuis 20 ans, se sont invités dans les débats sur la conservation des thématiques assez différentes. On a pu observer ce qu'on qualifie souvent un peu rapidement de néolibéralisation des politiques de conservation. De plus en plus, on essaie de développer des marchés, on essaie de développer de faire de la valorisation de la nature pour conserver la nature. Ce qui apparaît comme le meilleur levier pour assurer la conservation, c'est de faire de la conservation une activité rentable. Et tout cela ne s'est pas fait du jour au lendemain, il a fallu toutes sortes de dynamiques et d'événements depuis 20 ans pour que l'on en arrive à cette nouvelle représentation
des politiques à mener pour assurer la conservation de la biodiversité. Donc, ce qui s'est passé très, très brièvement, c'est que de nouvelles techniques sont apparues, des techniques de génie génétique qui permettent d'utiliser les ressources génétiques, qui permettent de s'affranchir de la reproduction sexuée pour produire de nouveaux organismes, des organismes génétiquement modifiés, qui permettent de prélever des gènes dans des plantes et de les transférer dans des animaux et vice-versa. Et à un moment, on a spéculé énormément sur l'avenir de ces techniques en se disant que les gènes allaient devenir les éléments clés d'un nouvel ordre économique, on était face à un or vert avec les gènes qui allait permettre de développer des innovations formidables dans le domaine de la santé, dans le domaine pharmaceutique, dans le domaine alimentaire avec de nouvelles plantes et dans toutes sortes d'autres domaines. Enfin, on pensait en tout cas qu'allait se constituer une industrie du vivant, qu'il allait y avoir une ruée sur l'or vert, les ressources génétiques qu'on se figurait comme étant surtout dans les forêts tropicales, et qu'il fallait organiser tout ça. Et on pensait ça d'autant plus qu'en même temps que ces techniques, se sont développés les brevets, les brevets sur le vivant. Donc le brevet, historiquement, c'est un droit de propriété intellectuelle qui protège les inventeurs. Or, ce qui existe à l'état spontané dans la nature, on ne peut pas prétendre à proprement parler que ce soit une invention. On peut au mieux le découvrir, mais pas l'inventer. Donc les brevets, traditionnellement, historiquement, ne s'appliquaient pas aux vivants. Mais compte tenu des enjeux qu'on se figurait comme étant ceux des industries du vivant, donc il y a entre 25 et 30 ans, peu à peu, les brevets se sont développés et ont été appliqués à des éléments du vivant de plus en plus complexes, l'idée étant pour les industries de se constituer des monopoles. Et il a fallu que les politiques de conservation de la nature tiennent compte de cette évolution des brevets qui créait du droit de propriété intellectuelle et qui entraînait une intrusion d'intérêts privés et d'intérêts industriels dans des domaines dont jusqu'alors ils avaient été exclus. Alors ça s'est fait progressivement. Au début des années 80, on a commencé par breveter une bactérie qui dégradait le pétrole, puis un maïs OGM, et enfin une huître consommable toute l'année, et puis le sommet a été atteint avec la souris, dite souris de Harvard, qui est une souris qui est génétiquement modifiée pour servir de modèle pour la recherche sur des formes de cancer. Et donc tout cela s'est fait sur une décennie et a suscité énormément d'inquiétudes. Il faut dire qu'à peu près à la même époque, il y avait un programme de recherche international sur le génome humain, dans le cadre duquel on étudiait aussi des populations isolées, dont des populations autochtones, et qui avait eu des premières demandes de brevets émanant de chercheurs du public et d'industriels sur des gènes qui avaient été prélevés auprès de ces populations autochtones, auprès d'un membre du peuple Agaï de Nouvelle-Guinée, auprès d'une citoyenne du Panama, et qu'on commençait à craindre que le corps humain devienne brevetable et qu'il y ait une expansion des marchés sans aucune limite. Alors cette expansion de la technique et des marchés dans le domaine de l'environnement, dans le domaine des ressources génétiques, suscitait à la fois des craintes et des espoirs. Quand on la considérait, et quand on la considère encore aujourd'hui sous un jour positif, on parle de bioprospection, et quand on la considère sous un jour plus négatif, on parle de biopiraterie. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on appelle bioprospection ou biopiraterie? Des chercheurs du public ou du privé sont allés étudier des plantes, généralement dans des pays en développement, des pays avec de riches forêts tropicales ou des pays qui sont centres d'origine des principales plantes cultivées, ont rapporté des échantillons sur lesquels ils ont travaillé et déposé des brevets sur les innovations qu'ils ont tirées du travail réalisé sur ces échantillons. Les brevets leur conférant des monopoles sur les produits dérivés de ces ressources, et tout cela sans aucune mesure de partage avec les populations qui avaient fourni initialement les ressources. Sachant que ces ressources, quand elles sont utilisées dans le domaine pharmaceutique, généralement avaient été identifiées parce qu'elles étaient utilisées
par des tradipraticiens, donc dans des pharmacopées traditionnelles, ou si c'était des variétés agricoles, elles étaient cultivées en champs par des paysans. Donc il y a eu quelques plantes et quelques cas emblématiques de la bioprospection ou de la biopiraterie. La pervenche de Madagascar, que vous voyez là-haut, qui a servi à développer des traitements contre le cancer et contre différentes formes de leucémie. Et le nîmes, qui est un arbre à tout faire qu'on utilise en Inde et qui a donné lieu à un certain nombre de brevets déposés par une entreprise américaine. Pour la pervenche de Madagascar, c'est une entreprise française. Donc on s'est dit que ces dépôts de brevets constituaient des spoliations des droits des populations locales dont les savoirs avaient orienté les découvertes, mais qu'en même temps, cette activité bien encadrée et bien orientée pouvait être un levier, pouvait fournir des financements qui permettraient d'assurer la conservation. Et donc, c'est un élément qui a retenu l'intérêt des législateurs qui, à ce moment-là, réfléchissaient à une convention internationale sur la diversité biologique. Parallèlement à ça, je disais que quand on parle de biodiversité, on intègre la question des savoirs et des droits des autochtones. Parallèlement à ça, donc à peu près toujours à la même période, les mouvements autochtones en Amazonie, principalement, se sont constitués en réseaux transnationaux, ont commencé à communiquer entre eux, à essayer de définir des stratégies à des échelles régionales, voire à des échelles mondiales, pour faire avancer la cause de l'autochtonie. Ils avaient du mal à se faire entendre sur les scènes politiques nationales. À peu près à la même période, un certain nombre de grandes ONG d'environnement qui étaient impliquées dans les politiques forestières et dans la conservation des forêts avaient de plus en plus de mal à légitimer leur action. On leur reprochait, enfin, notamment les États dans lesquels ces grandes ONG intervenaient, leur reprochaient de vouloir la conservation au détriment du développement. Et il s'est créé une espèce d'alliance entre les mouvements de protection de l'environnement et les mouvements de défense autochtones, qui a commencé en Amazonie et qui peu à peu s'est mondialisé. Et c'est ainsi répandue l'idée que diversité biologique et diversité culturelle étaient intimement liées, qu'on pouvait développer des activités qui aillent dans le sens des intérêts des autochtones, qui aillent dans le sens de la conservation de la diversité biologique et qui aillent dans le sens même des intérêts des industriels en leur permettant d'accéder à des ressources génétiques et à des savoirs particuliers. Et que si on organisait tout cela de façon correcte, ce qu'on a essayé de faire avec la Convention sur la diversité biologique, on aurait là un moyen vertueux de parvenir à tous ces objectifs en même temps. Donc les kayapos que vous voyez ici ont été un peu emblématiques de ce mouvement. Vous les voyez avec le chanteur Sting, et, qui, dans le monde entier, a fait une grande tournée avec l'Indien en bas à gauche, qui est Raoni, celui qui porte un labré. Un disque labial. Le territoire des kayapos, à ce moment-là, a été menacé par un projet de barrage sur le haut rio Xingu, que vous voyez en dessous, donc au Brésil. Et les Indiens ont réussi à nouer des alliances, à la fois avec des ONG de conservation, avec des entreprises dites sociales comme le Body Shop. Ils ont été soutenus par les Rodic, qui sont les fondateurs du Body Shop, et par des personnalités. Ils ont organisé un grand happening peu avant le sommet de la Terre de Rio de 92, et ça a été vraiment un élément qui leur a permis de sensibiliser le monde à leur cause. Et à partir de là, la question de la diversité culturelle a été étroitement associée à celle de la diversité biologique. À partir de cet exemple des kayapos et des soutiens qu'ils ont réussi à obtenir un peu, aussi bien dans le monde de la conservation que dans celui des médias ou le monde des entreprises sociales. Donc la Convention sur la diversité biologique a été signée dans ce contexte et elle met en avant, de façon peu surprenante compte tenu de ce contexte que je viens d'évoquer, la valorisation de la diversité biologique comme étant un moyen de la conserver. Donc on n'est plus du tout, depuis 20 ans, on n'est plus du tout dans la perspective de mettre la nature sous cloche pour la préserver. Les politiques de conservation passent par une utilisation durable, par la mise en place d'activités de valorisation des ressources biologiques,
avec l'idée que si ces activités de valorisation sont bien encadrées, en particulier sont encadrées par des droits de propriété suffisants, les activités de conservation vont pouvoir s'organiser dans un cadre contractuel qui bénéficiera à tous, qui sera dans l'intérêt des populations locales, qui sera dans l'intérêt des industriels qui parviendront à avoir accès à des ressources potentiellement intéressantes pour eux, qui sera dans l'intérêt des pays qui parviendront à financer ainsi des politiques de conservation qui en général leur coûtent cher, et évidemment donc qui sera dans l'intérêt de la conservation de la nature. Alors ce cadre potentiellement vertueux, ça fait donc 20 ans qu'on essaie de le mettre en œuvre et qu'on bute sur des obstacles majeurs, parce que cette représentation un peu idyllique, on a du mal à la mettre en œuvre, et elle était fondée probablement sur un certain nombre de malentendus et de détournements ou de positionnements stratégiques. Ce qui a conduit en 2010 à faire un protocole qui est le protocole de Nagoya, donc à la 10e conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique. On a adopté un protocole qui essaie de clarifier la Convention sur la diversité biologique, parce que tout simplement on n'arrive pas à l'appliquer. Il s'est avéré beaucoup plus délicat que ce qui était prévu de définir des droits pour les populations autochtones. Les industriels ne sont pas si demandeurs que ça de ressources qui se trouveraient dans les forêts tropicales, et finalement la ruée vers l'or vert qu'on attendait n'a pas eu lieu. Donc toute l'organisation qu'on avait prévue autour de cette ruée vers l'or vert s'est retrouvée largement caduque. Alors pour autant, est-ce que ça veut dire qu'on retourne à des politiques de conservation plus classiques, avec la création d'aires protégées, de réserves intégrales, de listes rouges d'espèces dont on va prohiber le commerce? Pas du tout. Ça signifie plutôt que, toujours fort de cette idée selon laquelle la valorisation économique est la meilleure voie pour assurer la conservation de l'environnement, on cherche d'autres pistes de valorisation que celles qui avaient été envisagées dans un premier temps. Et là, depuis 10 ans environ, on essaie de mobiliser toutes les certifications existantes, alors sectorielles ou pas, dans une perspective de valorisation de la biodiversité. Donc on se demande par exemple si on ne pourrait pas utiliser les certifications sur le café pour en faire des outils de conservation des milieux dans lesquels on trouve du café, qui sont souvent des milieux forestiers, puisque le café, comme vous le savez peut-être, pousse mieux sous ombrage. Et donc le café dans les systèmes traditionnels est souvent cultivé donc, dans des agroforêts avec de grands arbres qui présentent un intérêt d'un point de vue écologique. Donc, par ailleurs, on recherche de nouveaux débouchés. On s'est rendu compte que dans l'industrie pharmaceutique, il n'y avait pas une demande énorme de substances naturelles, et qu'en tout cas on n'allait pas en tirer des financements pour les politiques de conservation. Mais la cosmétique fait rêver, notamment les agences des Nations Unies qui sont en charge de ces questions, ou les programmes des Nations Unies qui traitent de ces questions. Donc on mise récemment beaucoup sur les possibilités d'utiliser des plantes et de les valoriser dans l'industrie cosmétique. Donc vous voyez là l'okoumé en bas à droite, c'est cet arbre, c'est un très grand arbre qu'on trouve dans tout le bassin du Congo, qui était utilisé traditionnellement pour faire du contreplaqué, mais en termes de valorisation économique, donc on s'est rendu compte que sa résine avait des vertus particulières, et on en fait du vernis à ongles et des produits cosmétiques, ce qui représente une valeur ajoutée infiniment plus importante que la production de contreplaqué. De la même façon, il y a de gros fantasmes sur la Centella asiatica, qui est la plante en bas à gauche, qui est une plante qui pousse à l'état spontané, souvent dans les rizières, et qu'on trouve notamment à Madagascar. C'est là qu'elle est exploitée pour la cosmétique, et donc qui a des vertus médicinales et cosmétiques. Et ces plantes ont des vertus médicinales et sont utilisées traditionnellement pour leurs vertus médicinales, ce qui a attiré l'attention des entreprises cosmétiques sur l'activité qu'elles pouvaient avoir en matière cosmétique. Et vous avez là-haut la maniguette, une maniguette d'Afrique, donc c'est une fausse cardamome, qui est utilisée dans un sérum anti-âge,
Et donc, c'est le nouveau fantasme qui guide les politiques de conservation de l'environnement, de la biodiversité en tout cas, ont mis énormément sur les possibilités d'exploiter les ressources, notamment forestières, dans l'industrie cosmétique. Et puis, je finirai là-dessus. En 2005, a été publié un énorme rapport qui s'appelle « L'évaluation des écosystèmes pour le millénaire », qui a été publié, c'était un exercice mené sous l'égide des Nations Unies, et dans lequel on a évalué monétairement tous les services rendus par les écosystèmes, et l'idée étant de montrer que les économies sont extrêmement dépendantes de toute une série d'équilibres, de flux et de services rendus par les écosystèmes, et que sans cette contribution, tout simplement, aucun développement, aucune vie ne serait possible. Et l'idée sous-jacente étant de démontrer qu'il serait opportun d'intégrer ces flux, ces services écosystémiques dans les comptabilités pour pouvoir se rendre compte de la contribution actuellement gratuite de la nature à la croissance économique. Et cette thématique des services écosystémiques, qui a donc émergé relativement récemment, fait naître beaucoup d'espoir. Alors là, dans un secteur encore différent, qui n'est pas celui des cosmétiques, qui est celui de la finance et de la banque. Et dans celui de la gestion également, il y a toute une activité boursière, toute une spéculation qui se développe autour des services écosystémiques. Donc on se représente les écosystèmes comme étant des infrastructures naturelles qui rendent toute une série de services. On peut se les représenter aussi comme des portefeuilles d'actifs naturels qui pourraient être valorisés sur des marchés dédiés. Et il y a toute une activité qui se déploie autour de ça, des firmes qui se spécialisent dans le courtage, dans la production ou la proposition d'outils financiers, de produits dérivés, enfin tous les produits financiers qu'on peut imaginer liés à des actifs naturels. Et cette spéculation et cette finance sont considérées comme étant des leviers éventuels permettant de financer les politiques de conservation. Donc il y a énormément d'ONG qui ont émergé autour de ça, de réseaux, de courtiers privés qui se sont spécialisés sur cette question. La plupart des agences des Nations Unies en lien avec les questions de développement et d'environnement ont également des volets là-dessus. Donc vous voyez, et je finirai là-dessus, qu'au cours des 2 dernières décennies, les politiques de conservation ont considérablement évolué pour couvrir des objets dont on ne soupçonnerait pas a priori qu'ils relèvent du domaine de la conservation, comme la finance ou comme des filières d'approvisionnement de l'industrie cosmétique. Ça n'est pas ce que spontanément on a à l'esprit quand on pense conservation de la nature. Et ces nouveaux objets, ces nouvelles stratégies qu'on imagine en termes de valorisation prennent de plus en plus de place, peut-être au détriment de la conservation plus classique. Et le lien entre les politiques qui sont envisagées et la conservation à proprement parler devient de plus en plus ténue. La valorisation d'objets de plus en plus éloignés des espèces ou des écosystèmes étant mise en avant comme le moyen d'assurer la conservation. Et ce qui fait craindre dans un certain nombre de pays en développement, et je finirai là-dessus, qu'on perde complètement de vue les intérêts et les priorités des populations locales qui se voient imposer sous ces flots, par vagues successives, tous ces flots de nouvelles politiques qu'on invente dans des instances internationales et qui sont les premiers laboratoires d'expérimentation, pays en développement, de ce genre de politique, puisque les bailleurs de fonds leur imposent plus ou moins de céder aux appels de la dernière mode en matière de conservation.